Bonsoir tout le monde et merci d'être présent ce soir à cette réunion organisée par ADC Autonomie de classe sur le thème des stratégies de libération au Moyen-Orient. Donc moi c'est Myriam et avec Sana on va animer cet échange. Pour cette réunion, je vais vous présenter les camarades, en tout cas les intervenants, dans l'ordre de leur prise de parole. Donc on va avoir Omar El Soumi de Boussole Palestine, ensuite Khayat Neis, membre en tout cas du courant de la gauche révolutionnaire en Syrie, qui interviendra du coup pour la Syrie, Jad Bouharoun qui va intervenir sur la question du Liban, et on a notre camarade Ahmed, membre des socialistes révolutionnaires, qui ne peut pas être présent ce soir physiquement, mais du coup l'échange se fera à distance pour des raisons de sécurité, parce que bon, voilà, vous connaissez un petit peu la situation en Égypte et le régime répressif vis-à-vis des militants. Et je ne sais pas, pareil, s'il est déjà présent. Et du coup, il me semble qu'on va avoir des camarades syriens qui vont... de Damas, qui vont nous faire un petit coucou. اوكي رفيق. اوكي عظيم. طيب رفيق عفوا سؤال. Should we speak English or we can speak Arabic? Arabic. Okay. Good evening everyone. We are happy to be with you. And we are sending love from Syria. I don't know if Samir wants... My name is Hala, and my comrade Samir. Hello, comrade. Hello. حدا يترجم للعرب؟ فيكم تحكوا عربي، نحن مترجم على الفرنسي. بتحبوا نحكي عن تجربتنا اليوم بالمظاهرة تضامنا مع غزة وضد العدوان الإسرائيلي على سوريا؟ On va parler de notre participation aujourd'hui à des manifestations en solidarité avec la Palestine et contre les agressions israéliennes en Syrie. نعم، بعد طول انتظار لأول مرة السوريين والسوريات قادرين على المشاركة بمظاهرة تضامنا مع فلسطين ويقدروا يرجعوا على منازلهم بأمان وسلام. Pour la première fois depuis de très longues années, les Syriens et les Syriennes peuvent participer à une mobilisation en solidarité avec la Palestine et rentrer à la maison sans être arrêtés. شاركنا اليوم بمظاهرة تضامنا مع القضية الفلسطينية بداية ضد حصار مخيم جنين، ضد صمت سلطات الأمر الواقع بسوريا عن التوسع الإسرائيلي بالجنوب. Donc nous avons participé aujourd'hui à une manifestation spécifiquement contre le siège qui est imposé contre le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie et contre le silence des nouvelles autorités syriennes quant à l'expansionnisme israélien dans le sud de la Syrie. بالتوازي كان عم يصير مظاهرات أيضا على نفس العناوين بساحة الشيخ ظاهر باللاذقية وبسلمية أيضا. Et en même temps, alors les camarades parlent de Damas, mais il y avait des manifestations similaires à Ladriye et à Salamiye et à Tartus, comme dit Rayas. كمان من الملفت للنظر تواجد كثير من الشعب الفلسطينيين السوريين تحديدا موجود بيناتنا وعم يرفع شعاراته بدون خوف. Et ce qui est aussi remarquable, c'est que c'est la présence de nombreux et nombreuses la présence de nombreux et nombreuses personnes palestiniennes vivant en Syrie qui peuvent participer et répéter leur slogan sans peur.
أيضا كان في تواجد لعناصر من هيئة تحرير الشام موجودين لحماية التظاهرة، على اعتبار بالمرة الماضية لما تظاهرنا أمام السفارة الفلسطينية تدخل مجموعة من شبيحة فتح أو شبيحة التنسيق الأمني، هاي ما بعرف كيف بدك ترجمها. Et cette fois, il y avait donc des membres de HTS, donc les nouvelles autorités qui étaient là pour protéger la manifestation, parce que la dernière fois que nous avons manifesté pour la Palestine, nous avons été attaqués par les voyous de Fatah, du Fatah en Syrie. Ils ont tabassé quelques-uns, il avait été quelques-uns pendant des heures. كمان كان في حضور جيد جدا وممتاز للشباب والصبايا اللي عم يجربوا يختبروا شعور التظاهر والتعبير عن انتمائهم وحبهم لفلسطين لأول مرة بالشارع، وكان عددهم أكثر ما كنا متوقعين أن الدعوة تجيب حضور. On s'attendait à une petite manifestation et on était assez surpris et surprise par la présence de beaucoup de jeunes hommes et jeunes femmes qui pouvaient en fait faire l'expérience d'une manifestation ouverte pour la première fois de leur vie et pour exprimer leur soutien à la Palestine. كمان كان في حضور كبير للإعلام الغربي والعربي أيضا الممول. راح أترك المجال لرفيقة هالة اللي طلعت بإحدى المقابلات وخليها تحكي عن تجربتها ورأيها بموضوع الإعلام ودوره بالتظاهرة. Okay. Et il y avait aussi une présence de journalistes et de médias à la fois occidentaux et arabes. Et je vais donner la parole à Hala qui... voilà. La question, le rôle de notre parti dans cette manifestation. هلا بالنسبة للإعلام العربي عموما يعني أنا بس عملت مقابلة مع قناة واحدة هي التلفزيون العربي. كان جيد، في مساحة نوعا ما، هذا شيء منيح يعني. كمان نحن عم نختبر عن جديد إنه نكون عم نتواصل يعني من خلال الإعلام هلا مع العالم. Oui, j'ai pu faire j'ai été interviewé par une chaîne de télévision qui s'appelle Al Arabi et j'ai trouvé qu'il y avait quand même la possibilité de faire apporter un message. Voilà. اوكي، بس يعني في حادثة حبيت انه اذكرها لانه يعني حسيت كمان انه في شيء جيد عم بيصير عند الصحفيين السوريين. إحدى الصحفيات صارت معها حادثة إنه قربت منها صحفية عرفت عن نفسها إنه هي من تلفزيون سويدي، وسألتها إذا ممكن تسألها سؤال، بس ما خبرتها إنه بدها تعمل معها مقابلة. بعدين بلشت إنه بدون إذنها حطت لها المايك وصارت عم تطلب منها إنه تحكي، فرفضت الصبية لأنه هي كمان صحفية، وقالت لها إنه أنت ما أخذتي إذني فأنا ما رح أعمل مقابلة. فتحت الهواء سألتها أسئلة كأنه تحقيق طبعاً، إنه هل أنت سعيدة إنه كان في هتافات لحماس؟ هل سعيدة إنه قالوا كل سوريا حمساوية؟ وهل بتعرفي إنه بغزة ما صار آخر انتخابات صارت في عام 2006؟ فيعني الصبية كمان حكت عن هاي الحادثة. فيعني كان في نفس جيد عند الصحفيين اللي موجودين هناك وفاهمين إنه حتى الصحفي في عنده دور مقاوم. Ok, donc je voudrais aussi parler d'une petite discussion, si j'ai bien compris. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, je suis désolé. Journaliste suédoise et une autre de la région. Il l'a interrogé comme est-ce que vous êtes content que vous sortez des slogans comme Hamas, etc. Et que l'autre journaliste syrienne, il a insisté que oui, nous sommes avec Hamas et toute la lutte du peuple palestinien. Comme quoi, il y a un bascule, y compris au sein des médias qui étaient quand même, à l'époque de Bachar al-Assad, répéter le discours du régime. Je résume. اوكي، في كمان يعني شغلتين جديرين بالذكر.
الأولى إنه التلفزيون العربي ضروري أذكر هاي الملاحظة إنه في حدا منا كان عم بيحاول يوصل رسالة من خلاله للأنظمة العربية لحتى يعني يكون عم بيوصل رسالة إنه أنتم بعد نظام الأسد. طبعا تم اقتطاع هذا الكلام من مقابلته. Oui. وشغلة أوكي تفضل. Afwan. Par contre, évidemment, les médias arabes qui sont supposés pro-palestiniens, comme Télévision l'Arabie, qui est financée par le Qatar, ont pas mis tout le contenu des interviews. Quand une manifestante a dit dans son interview qu'on voudrait faire passer un message à tous les régimes arabes en leur disant que après Assad, ce sera votre tour. Évidemment, évidemment cette partie de l'interview n'est pas passée sur la télévision qatari. تفضلي. اوكي، شغله اخيره انه لاحظنا كمان وتم يعني في احدى المنظمات اللي عم تدعو حاليا للمقاطعه وزعت علينا هاي البروشورات، فيعني هذا كمان مؤشر انه في كثير سوريين بلشوا يتنظموا كرمال فلسطين. Et enfin, pour finir, une anecdote, il y a des personnes à la manifestation qui distribuaient des petits tracts qui parlaient où il y avait un argumentaire pour le boycott d'Israël, pour quelque chose qui ressemble à BDS, je ne sais pas si c'est une campagne BDS officielle, mais en tout cas, ce que ça indique, c'est que les gens commencent à s'organiser en Syrie politiquement pour la solidarité avec la Palestine, donc c'est une très bonne chose. اوكي، وكمان تواصلت معنا اليوم منظمه اسمها سوريون ضد الاحتلال، فيعني كمان نحن هلا حاليا رح نكون عم نتعرف عليهم ونشوف كيف فينا ننسق سوا. Et enfin, on a été contacté par une organisation qu'on ne connaissait pas qui s'appelle les Syriens et les Syriennes contre l'occupation, et donc on va commencer à travailler ensemble. شكرا رفاق. Merci. Eh ben, on va poursuivre. Du coup, je vais écourter un peu mon intervention pour, après les interventions des camarades, permettre un échange et des discussions. Mais juste pour donner un petit peu les billes dans la discussion, dans l'échange qui va se poursuivre après. Le thème, c'est le thème de quelle stratégie de libération au Moyen-Orient. C'est un sujet assez complexe, enfin un sujet complexe et crucial, d'autant plus dans la période marquée par des grands bouleversements. Il y a la question évidemment de la Palestine, les développements récents sur qu'est-ce que ça implique, la question du cessez-le-feu à Gaza, c'est la chute de Bachar al-Assad. Le Moyen-Orient, c'est aussi une région marquée par les révolutions arabes, les dynamiques de révolution qu'il y a eu dans les années 2011 et par la suite. Et donc, voilà, tout ça qui soulève autant d'espoir que de questions dans les perspectives de libération, en tout cas de réelle libération. Et qu'il s'agisse de la lutte en Palestine contre le système colonial sioniste, que ce soit les transformations à venir en Syrie, que ce soit les révoltes étouffées, que ce soit les défis politiques, sociaux, qui soient en Palestine, en Égypte, au Liban, en Syrie, au Yémen ou au Soudan. Ces questions-là, en tout cas, ce n'est pas des phénomènes isolés, ce n'est pas des questions isolées, mais plutôt, je dirais même profondément connectées. Et justement, parce que toutes ces oppressions qu'on voit au Moyen-Orient, que justement ce que je viens de dire, que ce soit la question de la colonisation, l'occupation coloniale, que ce soit les régimes autoritaires, la domination impériale, elles font partie d'un système global où les puissances impérialistes, les élites locales, les structures économiques capitalistes, elles collaborent pour maintenir des millions de personnes dans l'injustice, dans la précarité et dans la répression.
Et pour nous, à A2C, penser la question de la libération au Moyen-Orient, c'est de penser du point de vue de notre classe, les classes populaires, les travailleurs, les travailleuses, et que justement on ne voit pas forcément on ne peut pas réduire ces phénomènes juste à des luttes nationales isolées. Et je vais pas avoir le temps de développer évidemment sur le rôle central le rôle d'Israël et l'Égypte comme acteur clé dans la région. Mais je pense que dans la discussion ou même dans les interventions des camarades, ça va être abordé. Et moi, je vais laisser la parole à Omar. Ensuite, Khayef prendra la suite et Jade. Et puis, Sana animera aussi. Merci beaucoup. Beaucoup de questions. Et j'ai 10 minutes, c'est ça? Je comptais pas parler en premier. Je pensais honnêtement que la Palestine arriverait à la fin. Mais l'ordre n'est pas important. Et ce qui est important, c'est la question qui est posée. Déjà, j'aimerais vous remercier pour l'invitation, vous dire la fierté et l'honneur que c'est pour moi d'être aux côtés de nos camarades. Et je suis vraiment ému aussi de la présence de nos camarades à Damas et le message extrêmement puissant qu'ils portent à travers ce petit témoignage de cette petite manifestation. Il y a contenu déjà dans cette expérience énormément de choses qui appellent la mobilisation de notre imaginaire révolutionnaire, qui appelle à ce qu'on embrasse pleinement la puissance et la force de l'expérience de cette jeunesse qui est en train de se développer aujourd'hui en Syrie. Le sujet, quelle stratégie de libération au Moyen-Orient? Moi, je vais parler d'un point de vue qui est situé. Je m'appelle Omar El-Soumi et j'interviens aujourd'hui pour un collectif qui s'appelle Boussole Palestine. Boussole Palestine, c'est une coordination de Palestiniens exilés ici en France qui sont en lutte pour la libération, pour le retour sur notre terre et qui a pris un rôle particulièrement important depuis le 7 octobre 2023. On a participé à la création d'Urgence Palestine et on est aujourd'hui impliqué dans un ensemble de dynamiques qui amènent aujourd'hui de plus en plus les diasporas palestiniennes à s'organiser à l'échelle du continent européen pour jouer ce rôle qui est nécessairement le nôtre, celui d'être une courroie de transmission de la résistance palestinienne dans ce moment crucial de notre lutte pour la libération, dans ce moment extrêmement douloureux où la puissance coloniale sioniste a déployé toute sa fureur guerrière contre notre peuple en train de briser ses chaînes. Et dans ce moment, on s'attelle à construire les alliances les plus larges possibles pour retourner la narration actuelle qui est dominante, notamment en Occident. On parle depuis le cœur d'une métropole coloniale où on considère qu'une de nos responsabilités, c'est de déraciner le projet sioniste en Europe. On sait que le projet sioniste trouve ses racines ici, dans le racisme européen, son antisémitisme, son colonialisme. Et un des enjeux très forts, c'est de défaire ce récit qui donne sa légitimité à toute la violence génocidaire de ce projet colonial. Quelques mots encore sur Boussole Palestine et le point de vue depuis lequel je parle. Boussole Palestine, c'est aussi le résultat d'une série d'actions, de mobilisation et d'organisation des Palestiniens dans la diaspora. Et je parle de cette histoire parce qu'un bout de la réponse à la question, c'est aussi ce qu'on a pu accumuler de savoir et de connaissances de lutte, notamment depuis 2011, depuis ces révolutions qui ont ramené le sujet arabe dans la discussion des mouvements de libération dans le monde, qui ont ramené la possibilité d'être arabe et d'aspirer en même temps à la dignité. Pendant longtemps, trop longtemps, être arabe, c'était pour beaucoup
se résigner à la défaite et à l'acceptation d'une absence d'avenir, d'une absence de possible, d'une résignation et d'un sentiment terrible de frustration permanente et d'absence de perspective. Donc on a travaillé depuis l'époque où on était à l'Union des étudiants palestiniens, puis au mouvement des jeunes palestiniens, à construire aussi, y compris ici, au cœur de la métropole coloniale, les alliances et les espaces qui allaient nous permettre de lutter avec d'autres camarades et centralement, au-delà des... Enfin voilà, les Arabes dans leur ensemble, mais centralement, bien sûr, ceux qui sont autour de la Palestine. Et je pense bien sûr, depuis 2011, notamment aux camarades égyptiens et syriens en particulier. Je dis syriens en particulier parce que les questions et les discussions sur la Syrie ont énormément divisé nos mouvements entre des postures d'un anti-impérialisme qui se résumait, hélas, souvent à un soutien à ce qu'était finalement une dictature sanguinaire, quel que soit le rôle qu'elle pouvait avoir dans l'axe de la résistance. Et notre expérience, nous, c'est celle d'une alliance difficile, complexe aussi, avec les forces syriennes qui étaient mobilisées ici. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a énormément de complexité et de difficultés à élaborer de façon intelligente et donc nécessairement aussi souple une position qui articule à la fois et en même temps cette exigence impérieuse de la souveraineté de nos peuples et celle de la colonisation. Vous avez dit une chose importante en introduction, c'est le fait qu'on combat un même système. Je pense très important quand on parle du colonialisme, de l'impérialisme, de partir de quelques éléments assez simples. Un des principes de base du colonialisme, c'est de diviser pour mieux régner. Et un des éléments fondateurs du colonialisme français, britannique dans la région, c'est justement l'imposition de frontières qui ont divisé la région, les accords de Sykes-Picot qui ont finalement fragmenté la région en séparant la Palestine du Liban, de la Syrie et de la Jordanie. Ces accords de Sykes-Picot qui sont un des faits marquants de la violence coloniale et qui font qu'aujourd'hui on peut se définir comme Syrien, Palestinien ou Libanais, ce qui, de mon point de vue, est déjà un artifice qui empêche en bonne partie de penser notre émancipation à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres, à la hauteur, à la profondeur des racines historiques et du capital civilisationnel qui est le nôtre, et à la hauteur des enjeux pour penser la libération et l'avenir de la région. Donc la première des choses, c'est dans le titre, s'il s'agit de penser les stratégies de libération pour le Moyen-Orient, c'est, je pense déjà, de questionner encore et toujours ce partage colonial. Mon positionnement, c'est celui d'un Palestinien qui se revendique comme aussi un habitant d'un espace plus large, qui est celui de Bilad el-Sham. Dans le titre, vous utilisez le terme de Moyen-Orient. Là aussi, c'est un terme qui est récusé du coup dans l'espace des luttes qui sont les nôtres. On voit apparaître de plus en plus la définition de cette partie-là du monde comme étant l'Asie de l'Ouest. C'est une façon de décoloniser aussi notre géographie et nos imaginaires. Mais cette façon-là de poser les choses, définir la Grande Syrie, on va dire, comme l'Asie de l'Ouest, c'est un peu la réponse du berger à la bergère. Et je pense que fondamentalement, dans la lutte anticoloniale, il y a un enjeu très fort aussi à ne pas être juste dans une lutte qui réagit et fait qu'on continue à se définir à travers les concepts de l'autre. L'enjeu donc est de puiser aussi dans notre héritage civilisationnel, dans notre histoire, et c'est la raison pour laquelle je préfère, et je pense plus fécond pour la pensée révolutionnaire, de se positionner en tant qu'habitant de Bilad el-Sham. Bilad el-Sham, donc, pour que ce soit dit, c'est la catégorisation historique de la Grande Syrie, de ce centre important de la civilisation, ou des civilisations qui se sont succédées et dont la capitale était Damas notamment, et ensuite d'autres villes de la région. J'ai déjà été assez long, mais je voulais quand même poser ces quelques éléments, parce que si on parle de quelle stratégie pour la libération, je pense que c'est important de repartir des concepts et des notions, et de poser un certain nombre d'éléments préalables.
pour entrer dans le concret, quelle stratégie de libération aujourd'hui? Si on est d'accord pour ne pas s'envisager uniquement comme des peuples séparés, de nations en lutte contre des problématiques distinctes, et à partir du moment où on réintroduit du coup cette appartenance commune à un espace qui lutte contre la fragmentation coloniale, il y a néanmoins une centralité et une singularité, je pense, de la question palestinienne dans la région. L'histoire de la domination coloniale européenne dans cet espace qui est le nôtre, Bilad el-Sham, le Moyen-Orient, si on reprend ce terme, c'est bien sûr l'imposition par la force d'un projet colonial qui est le projet sioniste, l'imposition par la force de ce projet qui repose sur toute une série de mensonges qu'il serait long de détailler ici, mais dont l'essentiel de l'artifice repose dans l'idée que la Palestine serait une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Dans ce slogan du mouvement sioniste, il y a déjà en réalité, je pense, une intention génocidaire. Parler de la Palestine comme d'une terre sans peuple, c'est déjà nous disqualifier, nous, habitants indigènes et enracinés dans cette terre, c'est déjà nous disqualifier de notre appartenance à l'humanité, c'est déjà nous disqualifier en tant que sujet de droit, c'est déjà en fait poser l'intention d'une destruction de ces Palestiniens qui habitaient sur la terre de Palestine. Donc le projet colonial sioniste est un projet fondamentalement enraciné dans l'Europe raciste et coloniale, qui depuis le début en fait a été refusé de façon unanime par l'ensemble des peuples de la région. Et une des figures, je pense, les plus marquantes de cette réalité d'une lutte commune contre ce projet colonial soutenu par les Britanniques, les Français et par l'essentiel de l'Occident, c'est la figure de Izz el-Din el-Qassam. Izz el-Din el-Qassam, on l'appellerait aujourd'hui un Syrien. C'est un homme qui a grandi dans l'espace des Zaouïas, des confréries soufis, qui a baigné aussi dans une culture à la fois religieuse et politique, qui l'a amené à prendre les armes, à la fois contre le colonialisme français et singulièrement à aller organiser la résistance palestinienne après ses études au Caire, dans l'université d'Al-Azhar. Et c'est fort de tout cela qu'il a été un des principaux artisans de la lutte anticoloniale en Palestine. Et je crois que je vais m'arrêter là parce que c'est déjà beaucoup d'éléments. Il y aura sans doute bien sûr des questions liées à l'actualité de notre lutte. Il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui sur, après cet accord de cessez-le-feu, quels sont les horizons stratégiques de notre lutte. Mais je vais peut-être terminer avec ça. Rendre hommage aux martyrs du peuple palestinien, à sa résistance héroïque qui a tenu bon face à un projet soutenu, armé, couvert par la diplomatie et les médias occidentaux dans leur ensemble. Un peuple qui a su rester uni autour de sa résistance et qui, de ce fait, a mis en échec toutes les intentions qui étaient celles de l'armée coloniale. Ils avaient, les dirigeants sionistes, avec la plus grande des arrogances, dit qu'ils ne négocieraient pas avec la résistance palestinienne, qu'ils attendaient sa reddition pure et simple, qu'ils allaient expulser les Palestiniens de la bande de Gaza, qu'ils allaient imposer leurs conditions. Et finalement, grâce à cette résistance, mais aussi grâce à notre résistance à toutes et tous, grâce à la résistance au Liban, grâce à la résistance partout dans la région et à travers le monde, le peuple palestinien a tenu. Et le peuple palestinien aujourd'hui, il est blessé certes, mais il est vivant, il est debout. Et on peut dire qu'on a beaucoup perdu, mais on n'a pas perdu l'essentiel. C'est notre dignité et notre détermination à construire dans l'unité la plus large et par tous les moyens nécessaires la suite de notre lutte pour la libération de la Palestine. Et je le crois et je le pense profondément, la libération de la Palestine, elle passe par la libération de l'ensemble des peuples de la région, la fin des dictatures post-coloniales et la fin du joug colonial sur nos peuples. Merci.
Bonsoir camarades. Je vais axer mon intervention sur la Syrie, mais je vais reprendre ce qu'il a dit le camarade Omar. Oui, la libération de la Palestine, nous ne le voyons pas sans la libération des peuples arabes autour de la Palestine. C'est l'histoire qu'il a confirmée maintes reprises. À chaque fois, on pensait que ça ne sera pas le cas. Finalement, non, la libération de la Palestine passera par le Caire, Damas, Amman, tous les capitales des pays arabes autour. Alors, vous avez entendu les camarades en Syrie, les manifestations libres, ça veut dire le peuple syrien a récupéré, a arraché sa liberté. À peine le régime d'Assad est tombé, immédiatement, même au cours de la chute du régime, les gens sont sortis dans les rues. Je vais vous expliquer le scénario de la chute du régime pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Donc il y a un espace de liberté qui est ouvert. On peut aller manifester pour la Palestine, pour la laïcité, pour ce qu'on veut aujourd'hui, pour construire des partis de rassemblement, de groupements. Voilà. C'est de jamais vu depuis... Moi, je n'ai pas vécu ça avant. J'étais pas né encore. Ça veut dire 54 ans au moins. La Syrie vit sous l'égide d'un régime dictatorial où toute opposition devait être d'opposition au régime, que ce soit politique, économique, associative, etc., il est réprimé. Donc les gens sont sortis. C'est quoi? Il y a un truc aujourd'hui que j'ai vu dans les images que les camarades m'ont envoyées pour la Palestine, qui dit que le sang de nos frères est cher. Je vais le dire en arabe, tu vas la traduire après. دم اخواتنا مش رخيص يسقط كل الرئيس. Voilà, on parle de la Palestine. Voilà. Le sang de nos frères est cher. Et que tombent abat tous les présidents. Voilà. Ça rime pas en français, malheureusement. Voilà. C'est mieux. Donc c'était surprenant. Donc il y a une vérité, il y a une émergence disons, de ce soif de liberté. Des milliers de Syriennes et de Syriens essaient d'apprendre déjà la politique, apprendre à s'exprimer, à s'organiser, avec maladresse quelquefois. Mais voilà, aujourd'hui, il y a un espace de liberté. Je vais résumer la situation aujourd'hui. C'est une période où il y a beaucoup d'opportunités, mais il y a aussi beaucoup de dangers. C'est une période de transition qui est très délicate, qui est porteuse d'espoir, mais aussi de crainte d'une partie de la population, des gens, ils ne voient pas l'avenir, etc. Alors je reviens en arrière un peu. Comment il est tombé le régime d'Assad? Un régime armé, au moins 300 000 militaires, plus des milices chiites, plus Hezbollah, plus des milices d'Iran, plus je ne sais pas quoi, plus la Russie, qui ne se tient depuis 2015, ce régime-là tombe, s'écroule en 11 jours. C'est quand même bizarre cette histoire. Alors, lorsque Hayat Tahrir Sham, HTS, est entré à Damas en 11 jours, en fait, si on doit rouler avec un char d'Idlib à Damas, ça prend quand même pas mal de temps. Et finalement, ça veut dire que les gens de HTS, ils avaient juste le temps de se promener d'une ville en ville en ville. Ils arrivaient à Damas et le régime il s'effondrait comme ça. Alors, le HTS, où le problème est là aujourd'hui, il considère, enfin au moins ses partisans, ils sont en train de, diffuser l'idée que celui qui libère
et c'est lui qui décide. Alors, en fait, les manifestants syriens immédiatement sont sortis dans les rues pour contester que c'est le peuple syrien qui s'est libéré lui-même, qui a amené finalement le représentant, enfin le leader de HTS, de déclarer on ne peut pas dire que nous avons libéré le peuple syrien, finalement c'est tous les sacrifices du peuple syrien, etc. Donc pour dire que c'est un pouvoir qui est en place, qui reste quand même fragile et susceptible ou sensible aux pressions du peuple syrien, des manifestations, des mobilisations des Syriens. Je reviens sur l'histoire, comment il est tombé ce régime d'enfer qui nous a opprimés, quand même je suis en France depuis je ne sais pas combien de décennies, parce que j'ai fui la Syrie à cause de ce qu'il a fait à mes camarades, à mes frères, mes sœurs, enfin tout le monde. Comment ça se fait qu'il est tombé comme ça? En effet, il faut revenir que c'est la révolution syrienne de 2011, malgré qu'il était vaincu dans le sang, dans un bain de sang, qui a déstabilisé, qui a ruiné, déraciné toutes les, disons, les piliers de ce régime. Quoi qu'il en soit après, ça veut dire, oui, le mouvement populaire, organisé, civil, etc., elle était réduite par les milices de tout genre qui ont envahi la Syrie, que ce soit islamiste ou pas. Au cours de ces années de 2013, ça veut dire où il y a vraiment le recul de la révolution syrienne, au cours de cette période-là, la seule, aujourd'hui, on arrive à une situation en 2024, est le suivant. Le régime syrien, il n'a plus les capacités déjà à donner à vivre dignement à la population sous son contrôle. Il y a, oui, les sanctions occidentales, qui est pour quelque chose. Mais pendant ces années-là, au lieu de renforcer son pouvoir, il a vraiment signé à blanc ce qu'il reste comme capacité à vivre de peuple syrien. Il a confisqué les maisons, les terres. Enfin, c'est vraiment un truc de jamais vu, qu'il a vampirisé ce qui reste comme capacité de vivre au quotidien à la majorité des Syriens. Donc on s'est trouvé, selon l'ONU, que 95% des Syriens vivent sous le seuil de la pauvreté. De jamais vu. Un régime qui ne donne pas à manger le minimum à son peuple, ça veut dire y compris son militaire, les soldats qui vivent avec leur famille, etc. Ils vivent dans des conditions incroyablement désastreuses. 3, sur le plan politique, un régime qui est en difficulté, qui survit grâce à ses alliés. Au moins, elle aurait pu, par exemple, penser à intégrer quelques opposants ridicules, libéraux, ce qu'il veut, au moins pour dire que j'ai fait une réforme politique, je suis en train de présenter une solution politique. Non, il a fermé la porte complètement à toute hypothèse d'une issue possible politique. Donc, en fait, même la Turquie, qui était l'ennemi du régime depuis 2 ans avant sa chute, lui demandait de normaliser ses liens entre la Turquie, le régime d'Erdogan et le régime. Il a aussi joué comme s'il était puissant, il est aussi fort comme avant, il mettait des conditions, etc. Mais le pire, c'est le contexte. C'est ce qui s'est passé depuis le déluge de l'Aqsa le 7 octobre 2023. C'est-à-dire, en fait, le Hezbollah, qui est un allié important, et l'Iran, les 2 alliés importants, ils ont pris quand même des coups assez importants qui affaiblissent ces 2 puissances, qui est 2 piliers pour soutenir le régime. Quelques militants ou combattants de Hezbollah étaient obligés d'être retirés de la Syrie, et aussi l'Iran a subi des frappes et un affaiblissement énorme de son influence en Syrie. La Russie, il est quand même très occupé par l'Ukraine,
Et c'est un régime, on arrive à un régime qui a perdu tout sens de survivre, toute capacité de survivre. C'est quelque chose agonisant qui n'attend que le baiser de la mort, de quelque chose, le vent, le pouce, n'importe quoi pour qu'il tombe. En effet, il y a quand même un arrangement qui a été fait, à mon sens. Hein. J'enlève rien sur que tout ça, c'est les sacrifices du peuple syrien aussi. En fait, HTS n'est que d'une milice, certes islamiste. Après, posez-moi la question, qu'est-ce que c'est HTS, son histoire, le changement, etc. Je ne vais pas rentrer dedans. Et HTS était, disons, la milice ou l'organisation islamiste, avec tout le changement qu'il a eu, qui était parmi toutes les milices, on a le milice de toutes les couleurs, islamistes, qui est le plus discipliné. Ils sont très disciplinés. Ils ont rarement, ou très rarement dans l'histoire, depuis 2011, attaqué, par exemple, violé, attaqué les civils, etc. Vraiment, le plus discipliné, c'était parmi tous ces groupes, c'était HTS. À mon avis, c'était l'outil pour annoncer, enfin faire la mort de ce régime. Mais en réalité, je vais vous le dire comment ça s'est passé exactement. Ils ont parti d'Idlib au nord-ouest de la Syrie, c'est 40-45 000 combattants, vers Alep, qui est deuxième ville de la Syrie. C'est la ville économique où il y a de, je sais pas, 50, 60 000 soldats de l'armée du régime. À peine ils sont arrivés à la porte de cette ville, soudainement, les gens, la population, a remarqué qu'il n'y a plus d'armée du régime. Ils sont disparus soudainement. Les soldats, ils ont jeté leur uniforme, leurs armes, ils sont partis comme civils. Et soudainement, c'est un truc fantomatique, il n'y a plus rien. Et les gens, la population est sortie dans la rue pour annoncer la chute du régime. Et ensuite, les forces de HTS sont rentrées dans les villes. Tout s'y passait comme ça. Il y a eu très peu de combats militaires, que un peu à Hama, mais peu de choses. L'armée se dissout, se disparaît, les soldats rentrent chez eux, aucune envie de mourir pour le régime, la population sort dans la rue et les forces HTS traversent en promenade la ville, voilà, elles continuent jusqu'à arriver à Damas. Et là, lorsqu'ils sont arrivés à Damas, oui, peut-être HTS était allé au palais présidentiel, mais c'est le peuple syrien aujourd'hui qui est vraiment dans les rues, dans toutes les villes. Donc il y a un espace énorme aujourd'hui. C'est pour ça, nous, on dit que le régime est tombé, mais la révolution n'a pas encore vaincu. Voilà, ça c'est notre slogan. Il y a encore un processus pour nous. Nous sommes dans un processus qui va durer encore un certain temps de lutte, de volonté, de classe politique, etc. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, je vais parler de nous un petit mot, peut-être les camarades à la fin parleront un peu. Voilà, je vais faire le lien avec la Palestine pour ne pas sortir du sujet. Par exemple, à peine le régime est tombé, immédiatement, l'armée israélienne a détruit ce qu'il restait comme capacité militaire de l'armée syrienne, y compris du régime. Tout ce qui est vraiment de capacité militaire lourde, un peu, pour une armée, il était détruit. Le régime en place, enfin le pouvoir en place, etc., il était timide, il n'a pas dénoncé ce qui se passait, à peine, mais les Syriens, le peuple syrien dans le sud de la Syrie a manifesté, affronté cette avancée de l'armée israélienne dans le sud de la Syrie. Voilà, tout est... Oui, je suis d'accord avec ce qu'il a dit le camarade Omar. Dans la région de l'Est méditerranéen, que j'aime bien dire, moi plutôt, tout est lié d'une manière vraiment organique, que ce soit... Regardez, la chute du régime d'Assad a affecté toute la région aujourd'hui, tous les régimes. Regardez en Égypte comment ils sont paniqués de ce qui se passe et au-delà. Aujourd'hui, ce qui fait peur à tous ces régimes, qu'un peuple a arraché
à nouveau sa liberté et la lutte va continuer. Et donc on va donner la parole à Ahmed, que j'ai présenté tout à l'heure, membre des socialistes révolutionnaires en Égypte, et raison pour laquelle il ne peut pas être, du fait du régime répressif égyptien et du fait qu'il fait des allers-retours. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, on t'entend. C'est à toi. Ok. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. J'aimerais être parmi vous ce soir, mais la situation elle est très compliquée, comme vous savez. D'abord, j'aimerais essayer à répondre aux questions à quelle stratégie pour la libération, en essayant de répondre à une autre question que je t'ai posée pendant beaucoup de manifs ici en Europe, en solidarité avec la Palestine. Où sont les manifestations dans les capitales arabes, en particulier en Égypte? Pourquoi les pays, le plus grand pays arabe, l'Égypte, où il y a le seul point d'accès pour le Gaza, le Rafah, apparemment soutient le régime israélien en forçant le blocus de Gaza. Et pour essayer à vraiment comprendre ou répondre à cette question, on peut trouver beaucoup d'éléments de stratégie libération. La thèse est le suivant. Presque dans toute l'histoire de l'Égypte moderne, tous les mouvements d'opposition et tous les actes de dissidence égyptiens ont été directement liés à la cause palestinienne et à la lutte contre l'occupation israélienne. Et aussi, au cours de cette dynamique, on peut trouver des changements de la position de l'État, pas les positions, mais plus le propagande de l'État égyptien face à Israël. Depuis 1948 jusqu'en 1973, l'Égypte a été en conflit militaire quasi permanent avec Israël, marqué par des guerres majeures, de massacres, et même beaucoup de scènes actuelles de bombardements qu'on a vu à Gaza. En fait, ça, c'était déjà... on a vécu ça en Égypte durant la guerre des années 60 et 70, avec des destructions massives dans plusieurs villes égyptiennes, bombardements d'écoles et des hôpitaux. Du coup, en fait, à chaque étape de ce long conflit, l'État égyptien a instrumentalisé la question de conflit ou la guerre d'Israël pour servir son propre agenda. Depuis la ligne nationaliste arabe anti-israélienne de Nasser, après l'accord de paix et la normalisation de relations de Anwar Sadat, en passant par Moubarak, qui a fait un paix qu'on appelle la paix froide avec Israël. Après, maintenant, Sisi avec sa paix chaleureuse avec Israël. Du coup, maintenant, j'aimerais juste passer vite fait par quelques moments historiques en Égypte pour vraiment démontrer cette relation, ou corrélation toujours entre les solidarités avec la Palestine et l'opposition de régime en Égypte. Par exemple, dans l'année 70, juste après la défaite toute l'armée arabe face à Israël, ça a créé une rupture profonde entre le peuple égyptien et le régime, parce que le régime utilisait la lutte contre Israël pour justifier la pression politique et toute la dominance de la sphère publique. Du coup, vu son incompétence et corruption, il y a cet grand défi. Du coup, Israël a occupé tout l'ensemble de la Palestine historique, en partie de Syrie et aussi le Sinaï en Égypte, jusqu'au canal de Suez. Du coup, en réaction de la colère populaire, le régime a puni symboliquement quelques militaires, et ça a déclenché un mouvement de contestation l'année d'après, en 1968. Et ça, c'était un grand mouvement populaire, c'était un parallèle de mobilisation étudiante mondiale de la même année.
Du coup, c'était des manifestations avec de revendications sociales, économiques et politiques contre l'État, l'oppression de l'État. Et ça aussi, c'est un date très important pour le gauche égyptien, parce que c'était un renouvellement de l'activisme de gauche en Égypte depuis 1968. Je vais passer à un autre événement historique très important aussi, 1977. Maintenant, on est dans le règne de Sadat, après la guerre de 1973. C'est la même année où Sadat a commencé sa paix avec Israël. Il a visité le Knesset, le Parlement israélien. Et c'était aussi la même année que Sadat a déclenché la réforme néolibérale et qui, après cette réforme, entre guillemets, libérale, néolibérale, a causé la suppression de subventions et de biens essentiels, le pain notamment. Du coup, en fait, on appelle ça le Intifada al-Khubz, ça veut dire le Intifada de pain à cette époque-là. Du coup, on trouvera toujours cette corrélation entre la politique néolibérale et la paix, entre guillemets, avec Israël, ou la relation avec Israël, ou en autre mot, la naturalisation avec Israël. On passe à la règne de Moubarak, du coup, depuis l'année 80 jusqu'à la révolution. Du coup, c'était la répression politique, c'était très intense. Et du coup, c'était extrêmement dangereux pour tous les mouvements de gauche, notamment, de critiquer ouvertement, le régime. Mais dans l'année 2000, avec la guerre en Irak, et aussi avec le bombardement israélien au sud du Liban en 1999, il y avait de grandes manifestations en solidarité avec le Libanais et aussi avec la Palestine. Et progressivement, ce mouvement était élargi. Et depuis ce moment-là, ça a créé un effet dominant qui passe jusqu'au 2011. Et le slogan de cette époque, notamment après la deuxième intifada, c'était « Si les Palestiniens peuvent résister aux chars israéliens dans l'intifada avec deux pierres, on peut aussi en Égypte contre la police et contre la répression ». Et ça, tous les mouvements-là conduisent des mouvements plus grands, et plus dissidents et plus matures, en passant de mouvements de Kifaya, ça veut dire ça suffit, c'est un mouvement contre Moubarak en 2004, après une grande grève de travailleurs de textile à Mahalla, au nord de l'Égypte, où une dizaine de milliers de travailleurs ont fait grève. Et c'était la première fois que c'était en manifestation directe contre Moubarak. Et tout ça a ouvert la voie vers la révolution en 2011. Aussi, pendant la révolution, il y avait beaucoup d'événements qui montrent cette corrélation ou cette relation. En septembre 2011, par exemple, les révolutionnaires égyptiens ont pris d'assaut l'ambassade israélienne au Caire, exigeant sa fermeture. Et en réponse, l'armée égyptienne a réprimé cette mobilisation, condamnant plusieurs manifestants aux peines de prison militaire. Et par exemple, juste pour montrer la différence, en 2012, lors de l'offensive israélienne sur Gaza, à cette époque-là, il y avait de grandes manifestations de solidarité en Égypte et aussi de convois humanitaires et politiques qui en fait a passé les frontières et était à Gaza pendant le bombardement. Mais maintenant, la situation est très différente. Depuis le coup d'État militaire de 2013, la répression politique sont intensifiées avec l'emprisonnement de dizaines de milliers d'oppositions de tout le spectre politique et le contrôle total de l'espace public. Sous le contrôle de Sisi, le dictateur égyptien, l'Égypte a été témoin de plus grands massacres de son histoire moderne.
où l'armée et la police ont tué plus d'un milliard de personnes, de manifestants au Caire en août 2013. Depuis cette année, il y avait une introduction de manifestations, de violences contre toutes les formes de dissidence, notamment les grèves de travailleurs et toutes les manifestations socio-économiques. Et ce climat de répression totale était aussi accompagné de politiques néolibérales extrêmement violentes imposées par le FMI et la Banque mondiale. Sous le régime de Sisi, l'Égypte a vécu grâce aux subventions de pays du Golfe et une énorme dette qui s'élève maintenant presque à 100% de le GDP de l'Égypte. Depuis aussi 2013 jusqu'à 2019, lors de la guerre contre le terrorisme en Crimée, au Sinaï, l'armée a détruit la ville de Rafah égyptienne et l'un des tunnels qui relie Gaza à l'Égypte est déplacé par force de milliers d'habitants de Rafah égyptienne. Mais malgré tout ça, il y avait plusieurs tentatives de mobilisation en Égypte, mais elle était violentement éclatée par le régime. Mais maintenant, le régime, ils ont arrêté de dizaines de... je vais finir bientôt, désolé. Arrêté de dizaines de militants égyptiens qui montrent leur solidarité avec la Palestine et même porter un kifaya au Caire maintenant, ça peut être une raison pour être arrêté. En conclusion, la lutte pour la liberté politique, pour la justice économique et sociale et le soutien à la résistance contre la colonisation sont toujours profondément liés dans le contexte égyptien. Merci. Dans l'histoire de la lutte du peuple palestinien pour son émancipation, à chaque étape, il s'est toujours heurté à une sorte de mur qui était constitué par les élites locales et les États locaux. On peut commencer avec le début du XXe siècle, quand les élites financières et les grands propriétaires terriens installés tranquillement à Beyrouth ont vendu des terres palestiniennes au mouvement sioniste, des terres sur lesquelles des paysans palestiniens étaient installés depuis des centaines d'années. Jusqu'à la guerre génocidaire actuelle, qui aurait été inconcevable, inimaginable et impossible à mener pour Israël sans la complicité active du régime égyptien et du régime jordanien. Et en passant par des exemples qui sont trop nombreux pour citer, mais on peut parler de Septembre Noir en 1970, quand l'armée du régime jordanien a massacré des milliers de combattants palestiniens. On peut parler de 1976, quand l'intervention armée du régime d'Al-Assad au Liban a empêché la prise du pouvoir par la gauche libanaise et palestinienne. On peut parler des accords de paix que Ahmad a déjà cités, qui ont été signés par l'Égypte, des nouveaux accords qui ont été signés ces dernières années avec le régime des Émirats arabes unis, avec le régime marocain, etc. Donc, à chaque fois, la révolution palestinienne s'est heurtée objectivement aux structures étatiques en place, aux classes dirigeantes en place et au système impérialiste de la région. Et même quand on parle des États et des régimes qui ont prétendu soutenir la lutte palestinienne, eh bien à chaque moment décisif, ces États et ces régimes ont montré qu'ils étaient plus intéressés par la préservation et la consolidation de leur propre régime, par la préservation et la consolidation de leur mainmise sur leur propre peuple, que par la libération de la Palestine. Pour eux, la Palestine était un slogan, une manière de surenchérir contre leur propre peuple et une monnaie d'échange dans leurs négociations au final avec les impérialistes.
Maintenant, ce constat, il doit pas nous... Enfin, c'est pas pour mener au pessimisme ni rien. Malgré tout ça, la lutte pour la libération du peuple palestinien ne s'est jamais arrêtée. Ce qui est important, c'est de se souvenir que, en réalité, ça a toujours été, et ça restera le cas, les classes populaires qui se sont battues pour la libération de la Palestine et qui continueront de se battre, qui se sont battues contre le colonialisme israélien. C'est pas par hasard si, dans leur guerre génocidaire à Gaza, les Israéliens veulent, avec encore plus de férocité que pour le reste de la bande de Gaza, détruire le camp de réfugiés de Jabalia. Parce que c'est d'ici que sont sortis des générations et des générations de militants et de militantes palestiniennes et de combattants et de combattantes palestiniennes. C'est pas un hasard si aujourd'hui, le gros de la répression en Cisjordanie, à la fois par l'armée israélienne et par la bourgeoisie palestinienne et son outil qui est l'autorité palestinienne, est contre le camp de Jénine. Parce que, encore une fois, des générations et des générations de militants et de militantes et de combattants et de combattantes sont sortis de ce camp, qui est en vérité une grande ville où l'immense majorité des habitants et des habitantes sont pauvres, viennent de la classe ouvrière, sont au chômage et ne sont pas nés avec une cuillère d'argent dans la bouche, quoi. Enfin, n'ont pas d'autre choix que de lutter. Et ce sont les classes populaires qui ont toujours lutté pour la Palestine et qui en ont payé le prix ultime. Et ce n'est pas par hasard si, au moment de la révolution syrienne, les plus de 200 000 Palestiniens et Palestiniennes qui vivent dans le camp de réfugiés de Yarmouk, dans la banlieue de Damas, qui en réalité est entouré du reste des quartiers populaires de Damas, si le camp de réfugiés palestiniens à Yarmouk a rejoint les rangs de la révolution syrienne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk ressemble à Gaza. Ils ont été entourés, assiégés par l'armée syrienne, ils ont été bombardés et ils ont été affamés. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça s'est passé en 2014, ça s'est passé il y a 10 ans, bien avant ce qu'ont fait les Israéliens à Gaza. Et tout ça, ce n'est pas par hasard. Et ce n'est pas par hasard, enfin, si l'immense majorité des combattants de la résistance libanaise qui ont sacrifié leur vie contre Israël viennent de la banlieue sud de Beyrouth, qui est un grand quartier populaire, et viennent des villages du sud du Liban, qui sont les régions les plus appauvries du Liban et qui ont subi le plus de répression de la part de l'État libanais même et des classes dirigeantes libanaises. Et ça m'amène à parler du Liban, justement, je dois en parler parce que je suis libanais. Donc l'idée, c'est que rien ne va venir des élites et des États de la région, et ce sont les classes populaires qui luttent de toute façon. Et c'est pour ça que, pour moi, quoi qu'il arrive à l'Iran, quoi qu'il arrive à la direction du Hezbollah, on sait que la lutte va continuer. Maintenant, je pense que le Hezbollah est un peu un cas d'école de cette contradiction qu'on peut trouver dans les organisations qui luttent contre le colonialisme israélien. Parce que c'est une organisation qui lutte sincèrement contre le colonialisme israélien. À la base, alors c'est créé en 82, c'est très clairement une organisation des classes populaires. C'est créé au moment de l'invasion israélienne. Et en vérité, les premiers militants et militantes du Hezbollah avaient déjà combattu contre Israël. C'est des gens qui étaient parfois dans des organisations de gauche, parfois dans des organisations nationalistes palestiniennes, et qui ont formé le Hezbollah. Et aujourd'hui, toujours, la base populaire du Hezb, c'est en très grande majorité des gens des classes populaires, de la classe ouvrière, etc. La banlieue sud de Beyrouth et le sud du Liban et la Bekaa. Cependant, le Hezbollah a aussi une stratégie d'alliance avec les États de la région, avec certains États de la région, et avec les élites libanaises. Il a une alliance notamment avec la bourgeoisie libanaise. Le Hezbollah est complètement intégré, à la fois économiquement, mais aussi politiquement, à la classe dirigeante libanaise. Il se pose même en garant
de la défense du système libanais tel qu'il existe aujourd'hui. Je donne quelques exemples. En 2015 et en 2019 et 2020, il y a eu des mouvements populaires au Liban assez forts contre la vie chère, contre la répression de l'État, avec des grèves, etc. Et dans ces mouvements-là, j'ai eu la chance de participer à celui de 2015. Dans ces mouvements-là, la base sociale du Hezbollah était présente parce que ce sont des gens qui sont exploités, qui subissent la répression, qui subissent le mal logement, etc. Et qui sont contre les inégalités. Et en même temps, la direction politique du Hezbollah s'est posée en premier défenseur du système libanais et du régime libanais. Et ils veulent faire les deux à la fois. Ce qui les met dans des positions qui sont quand même, pour le moins, très très contradictoires. Défendre le régime libanais, ça veut dire défendre la bourgeoisie libanaise et la classe capitaliste libanaise. La classe capitaliste libanaise, ça n'est pas du tout un secret, qu'elle vit des liens commerciaux et financiers avec le Golfe et avec le système impérialiste mondial. Ça, enfin, tout le monde le sait, l'économie du Liban, c'est des banques et du commerce international. La classe dirigeante libanaise et le système confessionnel libanais incluent également des partis politiques et des courants politiques qui travaillent de manière très très ouverte au désarmement du Hezbollah et à signer une paix avec Israël. Et ça inclut même des partis politiques qui sont quasiment ouvertement quasi-sionistes. Et le Hezbollah se considère et les considère comme des partenaires dans la construction et la stabilité de l'État libanais. Défendre la stabilité de l'État libanais, ça veut aussi dire que malgré tous les martyrs qui sont tombés, selon l'expression du Hezbollah, sur la route de Jérusalem, ça veut dire aussi que le Hezbollah défend, ou en tout cas ne s'attaque pas à la répression et à la discrimination particulière que subissent les centaines de milliers de Palestiniens et de Palestiniennes au Liban. Et qui vivent, et qui sont là depuis la Nakba, et qui vivent comme des citoyens et citoyennes de deuxième ou de troisième classe. Et enfin, l'aspect le plus tragique de cet attachement stratégique du Hezbollah au statu quo, c'est le fait qu'il a envoyé des milliers de combattants pour soutenir le régime syrien de Bachar el-Assad dans la guerre qu'il menait contre son propre peuple. Maintenant, je pense que le Hezbollah n'est évidemment pas le seul parmi toutes les organisations qui se sont battues et qui se battent, encore une fois, je le dis sincèrement, parce que les combattants, les militants, etc., qui sont morts et qui ont énormément sacrifié, et les familles qui ont énormément sacrifié, le font d'une manière extrêmement sincère dans leur lutte contre Israël. Mais il y a cette question de stratégie qui est posée. Ou bien on pense que la libération de la Palestine et la lutte contre le colonialisme sioniste et israélien peut se faire tout en maintenant le statu quo dans la région, ou bien on pense que ça n'est pas possible. Comme Omar l'a rappelé, au même moment de la déclaration de Balfour qui a promis cette soi-disant terre sans peuple à un peuple sans terre, il y avait la division, donc le plan de Sykes-Picot, qui était la division par les puissances coloniales de la région en plusieurs États-nations, et qui sont les États actuels. Et lié à cette question, il y a la question de la stratégie de la pure lutte armée. Et je pense que c'est là aussi qu'on voit certaines limites qui sont très évidentes apparaître. Alors, juste pour dire un truc, je soutiens sans réserve le droit de tous les peuples opprimés, et donc le peuple palestinien et libanais, à prendre les armes. C'est pas ça pour moi qui est en cause. Et je pense que de toute façon, la libération de la Palestine, tout comme les révolutions, doivent passer à un moment par la lutte armée. Mais la question, c'est quelle est la place stratégique de la lutte armée ? Si la lutte armée est l'unique but et l'unique objectif, et si tout passe par la lutte armée, eh bien forcément, dans le contexte actuel du Moyen-Orient, dans le contexte de l'équilibre impérialiste et l'équilibre entre les États qui s'y trouvent,
pour mener une lutte armée, il faut s'armer et il faut se financer. Et au final, ça signifie que la décision politique stratégique, elle n'est pas entre les mains de celles et ceux qui luttent et qui sacrifient. Elle est, au final, les limites en tout cas, elles sont posées par les États, les partis qui vont donner l'argent et qui vont donner les armes. Et il y a aussi le petit détail que, en fait, il n'existe pas et il n'existera pas de solution purement militaire à la question israélienne. Israël est soutenu, et plus que soutenu, par l'État impérialiste le plus puissant, le plus riche, le mieux armé qu'ait connu l'histoire de l'humanité. Donc, si on est uniquement en train de essayer de trouver un rapport de force militaire, ça va jamais être possible en vérité. Et pour moi, l'alternative, elle se trouve dans ce dont on a déjà parlé. Elle est liée, je pense, objectivement au rôle d'Israël dans la région. Ça peut sembler anecdotique, mais avant la création de l'État d'Israël, il y avait le gouverneur britannique de Jérusalem, parce que c'est normal qu'il y ait un gouverneur britannique à Jérusalem, qui avait dit que on va créer un État colonial qui serait un petit Ulster dans une mer arabe hostile. Ulster, c'est la région de l'Irlande du Nord dans laquelle des colons ont été implantés par la Grande-Bretagne et qui est donc une région qui est fidèle à la Grande-Bretagne à l'intérieur de l'Irlande. Et l'idée d'Israël, c'était ça, et ça reste ça. Israël, aujourd'hui, est important parce que Israël est la clé de voûte et le poste avancé de l'impérialisme dans la région. Ce qui signifie que, en vérité, Israël a aussi besoin de toute cette structure des États autour pour pouvoir continuer. Et ça, je pense, c'est un des aspects clés qui font que la libération de la Palestine passe par la libération des capitales arabes, et la libération des capitales arabes passe par la libération de la Palestine. Et lier les deux, pour moi, ça ne veut pas dire diminuer la portée de la lutte du peuple palestinien. Pas du tout. Je pense que c'est un peu débile d'essayer de faire des classements, mais le peuple palestinien est le peuple le plus révolutionnaire sur Terre aujourd'hui. Depuis des générations et des générations, ça inspire énormément de monde. Le courage, la résilience, la capacité à continuer à s'organiser dans des conditions extrêmement difficiles pour la liberté et pour la lutte. Mais ce que ça veut dire, c'est que la lutte du peuple palestinien, sa portée potentielle, stratégique, c'est la destruction du système impérialiste et du système des États oppressifs dans le Moyen-Orient. Et le Moyen-Orient est une zone extrêmement importante pour le système capitaliste mondial, et c'est pour ça que je pense que la révolution palestinienne porte en elle potentiellement une révolution beaucoup plus large qui permettrait de mettre fin à tout le système. Donc du coup, là, on va passer à un petit temps. Alors nous, on a l'habitude, à la fin, de prendre 5 minutes pour discuter avec nos voisins et nos voisines, pour se poser des questions, pour avoir un premier échange, et pour se donner la confiance, après, de venir parler devant tout le monde. Donc voilà, je propose qu'on prenne ces 5 minutes-là, un peu pour échanger avec nos voisins, nos voisines. Et on se retrouve dans 5 minutes et pour des discussions tous ensemble, toutes ensemble. Merci beaucoup pour toute l'intervention. D'abord, j'ai juste une question à Jade, si elle peut peut-être compter après. Si il a en fait peut-être quelque chose. La question, c'est comment les gens de Hezbollah ont réagi par rapport à la chute de Assad maintenant. Est-ce qu'il y a des critiques antérieures dans Hezbollah en fait par rapport à cette intervention? Du coup, ça c'était une question. Et juste pour dire quelques mots pour finir, il y a une citation très, très connue en fait qui est pour Ahmed Yassine, du coup, le fondateur de Hamas. Lui-même, il a dit qu'une manifestation au Caire en soutien à la Palestine est pour nous plus efficace qu'une opération armée du coup à Tel Aviv. Du coup, même s'il y a le mouvement de résistance armée, il comprend
je comprends très bien l'importance d'un mouvement populaire dans tous les pays autour. Et du coup, je pense que ça a mis beaucoup de... c'est à nous, en fait, à créer l'alternative politique qui peut à la fois soutenir la résistance et créer, en fait, tout l'aspect politique pour la libération. Du coup, je pense créer cette alternative qui est mis à la fois la question libération sociale, économique et politique, bien sûr, et la lutte contre l'impérialisme. Et je pense que ça, c'est là où la clé, en fait, pour vraiment beaucoup de questions. Même sur les questions de solidarité, la coordination entre toutes les luttes dans le pays arabe, ça c'était le cas en fait. À 2011 par exemple, au Caire, il y avait tellement de mouvements et manifestations syriennes pour soutenir la révolution syrienne. C'était au Caire. Ça s'était passé en manière organique, si on peut dire. Du coup, je pense, pour le camarade en France, la chose qui est très importante pour nous dans le pays arabe, c'est la solidarité internationale. Du coup, on a vraiment besoin toujours de cette solidarité internationale avec le militant, avec le travailleur, par rapport aux syndicats ou aux autres. Et en faisant ça, je pense qu'on crée quelque chose qui est vraiment avoir cette convergence de lutte et aussi pour créer vraiment un aspect politique qui va vraiment jouer pour trouver une solution pour tous les problèmes de l'Otan. Voilà. Merci. Lequel d'entre vous veut y aller? Vas-y, Jade, comme tu as une... Jade, tu as une question. Ouais, non, mais c'est une excellente question, Ahmad. Donc il m'a demandé, est-ce que après la chute du régime de Assad, comment sont les réactions dans les rangs du Hezbollah? Alors, pour l'instant, bon, je me mords les doigts de ne pas être sur place, mais pour l'instant, on n'arrive pas encore trop à percevoir les choses. Mais il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Dès le début de l'intervention du Hezbollah en Syrie, alors déjà, il y a beaucoup de militants de base, de sympathisants du Hezbollah qui ont accueilli la révolution syrienne de manière positive. Ça, il faut pas l'oublier. Et même la direction du Hezbollah, pendant les premiers mois, ne savait pas trop quoi dire en vérité. Et pour faire intervenir... En réalité, il y a plus de combattants du Hezbollah qui sont intervenus en Syrie que de combattants du Hezbollah en 2006 qui ont combattu Israël. C'est hallucinant, c'est une folie. Et pour assurer que ces combattants du Hezbollah allaient intervenir en Syrie, il y a eu des pressions en interne, il y a eu des contraintes en interne, il y a eu une campagne politique, idéologique, confessionnelle du Hezbollah qui n'existait pas avant. Il y a eu un accent mis vraiment sur la lutte chiite, etc., parce que l'idée c'était, on va aller se battre contre les islamistes de Daesh. C'était ça. Toute la révolution syrienne, pour eux, c'était juste Daesh. Comme le régime syrien, d'ailleurs, comme le disait le régime syrien. Et il y a eu je dirais pas des manifestations, mais il y a eu des protestations, des mini-émeutes, etc., dans les quartiers du Hezbollah contre l'intervention en Syrie. Bon, ça a été étouffé très vite. Mais aujourd'hui, je n'arrive pas à croire que les milliers de combattants et les milliers et les familles et les proches des milliers de combattants du Hezbollah qui sont morts en Syrie ne vont pas se retourner aujourd'hui vers leur direction et lui demander « mais pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ?» Parce que vous pouvez bien croire que les combattants du Hezbollah, pour aller se battre contre Israël, ils n'ont pas besoin de beaucoup de persuasion, c'est pour ça qu'ils sont au Hezbollah de base. Mais pour aller se battre en Syrie, il y a eu énormément de pression en interne. Il y a eu des menaces faites aux gens, etc. etc. Donc, après, le deuxième volet de cette question, c'est tout ça, ça n'a pas lieu dans un vide. Il faut aussi que la base du Hezbollah ait quelque part vers où se tourner. Et pour ça, il faut
pour moi, une gauche qui soit très clairement pour la résistance contre Israël et contre l'alliance avec les régimes. Et si la seule alternative des militants et des militantes du Hezbollah et des sympathisants et des sympathisantes du Hezbollah est une opposition libanaise qui est aussi en opposition à la résistance, ça ne va pas avoir lieu et ils vont rester au Hezbollah. Ça, c'est déjà arrivé en 2015, c'est déjà arrivé en 2019 et 2020. C'était très très clair que cette alternative, elle doit être construite sur le terrain. Après, voilà, je pense que c'est ça. Et juste pour répondre, il me reste 1 minute peut-être 30 secondes. Ok. C'est juste pour répondre à ce que tu as dit, est-ce qu'on est en train d'imposer des idéologies, etc., des stratégies au peuple de la région ? En vérité, si on prend uniquement l'exemple du peuple palestinien, c'est pas des déserts politiques dans la région. Parmi toute la longue histoire de la lutte de la libération pour le peuple palestinien, c'est la lutte d'organisations qui ont adopté des idéologies, qui ont eu des débats en interne, qui ont innové sur le plan théorique, qui ont repris des choses, l'ont remis à la sauce, etc. Et entre le nationalisme, les différentes franges de gauche, les différentes versions d'islamisme, etc. Donc la région, ça n'est pas du tout c'est pas juste un cocon où il n'y a pas de politique, au contraire. Donc je pense de poser cette question, c'est comme quand on a un débat en France, est-ce qu'on est en train d'imposer au peuple français une certaine idéologie, etc. Non, ces débats-là, ils viennent naturellement du fait de lutter. Quand on lutte, on se demande, est-ce qu'on a gagné ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'était la bonne stratégie ? Et c'est à ça que servent aussi tous les débats idéologiques. Donc je ne suis pas vraiment d'accord avec cette manière de poser les choses. Ça te va, Omar, de prendre la suite ? Il y a tellement de questions et de propositions qui ont été faites là que j'ai la tête qui tourne depuis tout à l'heure. Là. أنت ترجم لأبو ياسر. Non, j'essaie de trouver un fil qui pourrait faire une réponse à l'ensemble des questions qui se posent. J'en ai pas. Aussi parce que la façon dont on a posé le débat, il était centré en fait sur la région, il est centré sur les dynamiques sociales et politiques des luttes qui sont aujourd'hui à l'œuvre en Palestine et tout autour dans la région. Et j'ai senti ici un questionnement dans la salle qui était davantage porté aussi sur le débat stratégique du mouvement de solidarité avec la Palestine, de qu'est-ce qu'on fait ici en France. Et on peut faire le pont entre ces deux questionnements-là, mais il y a tellement de complexité, d'enjeux dans ce qui se joue aujourd'hui quand on met Syrie, Liban, Égypte et Palestine dans ce même pot, qui me semblait utile et pertinent de s'arrêter un petit peu à ce qui traverse notre région et nos peuples avant d'aller trop vite sur qu'est-ce qu'on fait ici concrètement. Néanmoins, et peut-être que cet endroit il est quand même là, c'est la question de comment on construit notre force dans la lutte contre l'impérialisme. Peut-être que là-dedans, il y a un cadre commun. L'idée, je crois, assez unanime ici, c'est qu'effectivement, l'impérialisme est cet ennemi fondamental, cette réalité systémique qu'il s'agit de défaire en tant qu'oppression commune, finalement, à laquelle on a à s'affronter. Et là aussi, je pense que on pourrait introduire un peu de complexité sur notre solidarité automatique et organique entre peuples opprimés dans la région et classe populaire, classe ouvrière ici en France. Je ne suis pas certain que nos intérêts soient si évidemment liés quand on est un jeune dans un camp de réfugiés palestiniens à Jenin ou à Gaza et un ouvrier de l'industrie pétrochimique française. Je vais juste peut-être dire une chose sur Yarmouk, parce que la question elle a été posée. Juste vous dire ce témoignage tout simple aussi là, d'un Palestinien de Syrie qui était exilé ici en France. Il a participé à la révolution, il était dans l'armée syrienne libre. Il a participé à toutes les mobilisations là, depuis
le début de Tofan al-Aqsa. Et à l'heure où on parle, il est aujourd'hui de retour en Syrie avec cette conviction qu'il nous partageait en partant, que oui, en effet, la libération de Damas est une étape vers la libération de la Palestine. Mais au-delà de cette anecdote et de ce message d'espoir, il y a une réalité qui est celle de la circulation des Palestiniens, notamment en tant que réfugiés, en tant que peuple chassé de sa terre, dans cet espace qui est celui du Liban, de la Syrie, de la Jordanie, et aujourd'hui de plus en plus de l'Égypte. C'est une crainte sécuritaire majeure pour le régime égyptien que de voir s'installer ces noyaux de potentiels révolutionnaires que sont les Palestiniens partout où ils sont. Et je crois effectivement qu'il y a un enjeu absolument essentiel à penser en même temps ce défi majeur, non pas seulement de notre stratégie de libération, de notre émancipation, mais encore là, de façon très très concrète, de comment est-ce qu'on survit dans les décombres, comment est-ce qu'on affronte cette réalité terrible des destructions massives qui ont eu lieu en Syrie, au Liban, Sud notamment, à Gaza, etc. Parce qu'il est évident aujourd'hui qu'il y a un plan impérialiste et colonial de reconstruction sous domination impérialiste. On le sait, on est ici à Paris, une des capitales dans laquelle vont avoir lieu ces cénacles internationaux pour financer à telles conditions tels acteurs. Et je pense que c'est aussi un des endroits où on va avoir une alliance et un pont extrêmement important dans notre capacité dans la région à construire une intelligence et une ingénierie des résistances possibles à cette reconstruction coloniale et impérialiste, à des résistances qui permettent de maintenir autant que faire se peut des espaces de souveraineté sur le terrain, mais des espaces de souveraineté qui ne sont pas qu'un principe. C'est un espace de souveraineté qui doit répondre à la question très concrète de comment on va guérir les plaies de cette guerre génocidaire, comment est-ce qu'on va construire des espaces où on dépasse la division confessionnelle au Liban ou en Syrie, comment est-ce qu'on crée du commun dans ces différents endroits. Et c'est là où je pense effectivement que l'expérience du Rojava peut aussi venir nourrir de façon opportune une discussion qui est encore à ses prémices. Et c'est là aussi, face à ces enjeux, qu'il y a, je crois, un rôle important pour la suite de la mobilisation, celui d'une très grande vigilance par rapport au rôle qui va être celui de la France et de l'Europe dans un dispositif impérial où Israël détruit avec les bombes américaines, mais en dernier ressort, c'est l'Europe qui paye et marraine les processus de reconstruction ou de paix. Donc c'est là où il y a beaucoup à faire, à produire, y compris en termes de pensée et d'analyse, mais aussi de mobilisation. Et voilà, comme j'ai déjà été assez long, je pense qu'il faut juste conclure à une résolution, c'est qu'on a besoin encore de beaucoup d'espace de discussion comme cela, et merci encore une fois de l'avoir organisé. On a parlé de beaucoup de choses, en fait, ça donne l'étourdi. Je ne sais plus à quoi répondre, etc. Mais je vais vous donner quelques exemples. Lorsque la révolution syrienne s'est déclenchée en 2011, en mars, les forces sociales de cette révolution, c'était les classes populaires. On voit ça déjà par les quartiers populaires qui étaient vraiment en première ligne contre le régime. On le voit encore mieux jusqu'aujourd'hui, car on voit encore les ruines de tous les quartiers populaires, des ouvriers, des gens, les petits fonctionnaires, etc., qui est aujourd'hui rasé complètement autour de toutes les grandes villes anciennes. À Damas, c'est une ruine incroyable, tous les quartiers. Donc, la cartographie de classe et la cartographie géographique de la révolution correspondaient. C'est les classes populaires qui étaient les forces motrices de la révolution. Alors, qu'est-ce qu'on a vu devant nous? Il n'y avait pas que le régime d'Assad, il y avait les régimes arabes, il y avait Israël, soudainement s'est calmé, et il y avait l'intervention de l'Iran pour, disons, étendre son influence dans la région, la Turquie qui est intervenue,
L'Iran, il a aidé qui? Il a soutenu le régime. La Turquie, qu'est-ce qu'elle a fait, la Turquie, le Qatar? Parce que la révolution syrienne populaire authentique telle qu'elle était constitue un vrai danger, pas seulement pour le régime, mais pour toutes les puissances, les régimes dans la région, toutes les puissances régionales et aussi impérialistes. Si elle était victorieuse à l'époque en tant que telle, parce que la direction, au bout aux premières années de la révolution syrienne, c'était de jeunes militants et militantes de gauche, démocratique, etc. Ce n'était pas l'islamisme que nous voyons quelques années après qu'on entend parler. Donc tout le monde, en fait, tout ce monde-là est intervenu. Le Qatar et la Turquie, ils ont constitué aussi rapidement pour avorter un peu ce processus révolutionnaire le Conseil national syrien, qui est que quelques vieux libéraux, je ne sais pas quoi, syriens qui sont à l'exil, voilà, pour soi-disant, c'est la direction de la révolution. Le régime qui n'a fait que, en fait, anéantir 3 générations de jeunes dirigeants de cette coordination locale de la révolution. Donc tout le monde a eu intérêt convergent à avorter cette révolution, à couper court, etc., à s'éclater en guerre civile, je ne sais pas comment on peut l'appeler, etc. Alors, le peuple syrien, en même temps, nous, les militants de gauche, on soutenait le Hezbollah dans sa résistance contre l'occupation israélienne. Et soudainement, on voit, nous, même les militants de gauche, on était choqués. On voit ces combattants chez nous en train d'écraser nos peuples, ou au moins soutenir le régime dictatorial sanguinaire pour écraser nos peuples. Donc il faut s'attendre quand même ici qu'il y a quand même, c'est un mouvement de résistance, mais en même temps il est en train d'opprimer une révolution de peuple. C'est quand même, il y a ce que je vais résumer parce que j'ai d'autres exemples. On voit dans ce qui se passe pendant cette décennie le suivant. Il y a une combinaison de contradictions dans les mouvements de libération nationale. Donc il faut savoir à chaque moment vraiment faire les parts de choses. Par exemple, pour nous, concernant le peuple kurde, je vais revenir, nous reconnaissons le droit à l'autodétermination des peuples kurdes, y compris son droit à l'autodétermination, à la constitution de son État indépendant s'il le souhaitait. Ça, c'est un principe indéniable, quoi qu'il en soit, la direction qui est à la tête de ce mouvement de libération de peuples. Mais ça ne veut pas dire que je ne connais pas la nature même à un moment donné. Ça veut dire que nous avons soutenu cette libération du peuple kurde lorsque la direction était le mullah Barazani, qui était un cheikh, ça veut dire c'est un religieux. Mais on était avec eux. Comme nous avons soutenu Hamas, même en sachant que, oui, c'est islamiste, ils avaient toute une histoire. Au départ, ils étaient contre la gauche à Gaza, il y avait deux choses, etc. Donc ces contradictions, nous connaissons, mais contre l'impérialisme, contre une occupation, nous sommes avec le mouvement de libération, mais en même temps, sans oublier aucunement qu'il y a quand même de contradictions dans ces mouvements, et où je reviens que, oui, finalement, au bout de compte, le vrai alternative, c'est qu'il y a un mouvement de gauche qui devrait être à la direction de ces mouvements de résistance pour la libération nationale et également pour la libération sociale. C'est ça le défi qu'on n'arrive pas, nous, les militants de gauche, à relever dans notre région. Ouais, je voulais juste terminer sur 2-3 trucs. Déjà, je pense que la conclusion de cette soirée, c'est aussi organisez-vous, impliquez-vous dans les collectifs Palestine, et je peux que vous encourager à rejoindre notamment Urgence Palestine là où vous êtes. Et si ça n'existe pas, créez-le. D'ailleurs, il y a une antenne strasbourgeoise qui s'est créée très récemment. Voilà, donc ça ne fait que commencer. Continuons. Je voulais aussi vous dire qu'à la table derrière, vous allez trouver des revues qu'on édite. Donc ça, c'est le dernier numéro.
Voilà, et il y a tous les autres numéros sur la table, mais on édite aussi des brochures, et notamment on a une brochure Palestine que je vous invite à aller voir, qui discute notamment de la stratégie dans la gauche palestinienne. Et à côté de ça, vous avez une feuille de contact, notamment pour être mis au courant des prochains événements et prochaines parutions et débats qu'on veut. Les camarades d'A2C, arrêtez de me montrer des trucs, j'ai une liste, j'ai préparé mon intervention, merci. Donc je continue. Donc voilà, merci. Il y a aussi une caisse sur la table en fait qui permet de nous aider à financer notamment la location de la salle et de nous en termes d'organisation de s'auto-financer. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à venir et à vous saisir des outils qu'on essaye de mettre à disposition pour s'organiser, discuter à la fois de la situation politique et de quelle stratégie dans le mouvement et pour le mouvement, comme on aime bien le dire. Je vous donne quelques éléments des prochaines échéances parce que notamment dimanche il y a une manifestation Palestine. Je crois Omar me corrigera si c'est 14h répu. Voilà, pour notamment fêter le cessez-le-feu et continuer la lutte pour le droit au retour, la libération de l'ensemble des prisonniers et prisonnières et la libération de la Palestine, de la mer au Jourdain. Le 25 janvier, a priori, il y aura aussi une grosse manifestation où il y aura un cortège Palestine qui doit être le plus gros possible. Mais il y a aussi une assemblée générale de la marche des solidarités. On n'en a pas parlé ce soir, mais je pense que c'est aussi un cadre dont il faut se saisir pour lutter contre l'impérialisme et contre le racisme avec l'ensemble des sans-papiers. Et je vous invite aussi à passer voir les jeunes de la Gaieté Lyrique qui occupent la Gaieté Lyrique depuis je ne sais plus combien de jours, mais depuis le 10 décembre. Et donc il faut aller leur donner de la force. Il y a des assemblées générales tous les soirs à 18h, n'hésitez pas. En ce qui est des prochaines échéances d'A2C, dans le 20e, il y a 2 prochaines dates qui sont annoncées. Voilà. Donc le 24 janvier, autour d'une discussion de qu'est-ce que c'est le communisme, vaste question, venez y répondre avec les camarades du 20e. Et le 7 janvier, autour du livre de Nancy Fraser, Le capitalisme cannibale. Pareil, venez en discuter avec eux. Dans le 18e, l'arrondissement, le cœur des luttes de Paris. Et voilà, le 23 janvier, on se réunit autour d'un reportage, autour d'un article. Faut-il un parti pour faire la révolution, qui est dans cette revue que vous êtes obligé de vous saisir du coup pour voir qu'est-ce que c'est que cet article écrit par un super article écrit par un camarade. C'est super. Du 20e. Non, c'est bientôt du 18e. On colonise le monde, nous. Voilà. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Est-ce qu'il y a des camarades d'A2C qui veulent me montrer des trucs parce que j'ai oublié quelque chose? Non, on est au top. Ah si, il y a en vente des kéfiers à la table, il y a du matériel. N'hésitez pas franchement à passer, laissez votre contact, discuter et on continue la discussion en informel autour d'une boisson chaude ou d'un verre pour ceux qui veulent. Voilà.